La méthode Espace Sûr est devenue une des rares méthodes acceptables qui arrive à atteindre les populations pauvres rurales les plus difficiles à atteindre avec succès, comme par exemple les jeunes adolescentes. La méthode des espaces sûrs est en cours d'implémentation afin de donner des opportunités aux jeunes adolescentes et à leur communauté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons de nous appuyer sur les leçons apprises de l'implémentation des espaces sûrs par le Centre d'éducation pour filles au nord du Nigeria, où la méthode a été perfectionnée et produit d'excellents résultats. La personne qui veut mettre un espace sûr en route doit être dévouée. Cette personne doit être passionnée par le travail et la personne doit être patiente. Naturellement, il y a des défis à surmonter. Cela peut venir des filles, des parents, des membres de la communauté. Il faut être fort pour faire face à chaque défi. Il faut être prêt à entrer en discussion avec les chefs d'établissement, les leaders religieux et communautaires. Parce que tout problème a une solution. La transparence est très importante et il faut entraîner toutes les parties prenantes. Mon meilleur conseil pour développer le dialogue entre les parties prenantes est de leur dire, quand vous allez les voir, voilà ce que j'ai fait, et de les laisser vous dire comment ils assureraient le succès du programme. Nous voulons créer une situation dans laquelle la communauté sente que le programme leur appartient, que ce n'est pas quelque chose que nous leur imposons. C'est une démarche participative. Demandez-leur comment on fait. Parce que parfois, la façon dont nous nous y prenons dans une communauté sera différente pour une autre communauté. Avant de démarcher dans quelconque communauté, nous nous assurons toujours que nous connaissons les statistiques sur les filles. Le nombre de filles qui ne vont pas à l'école, celles qui y vont. Il faut compter à peu près 2 ou 3 mois pour mettre en place le processus. Et entre 2 à 3 semaines pour rencontrer les leaders communautaires et leur faire comprendre ce que nous faisons. Après ça, les leaders religieux et communautaires parlent aux parents et une réunion sera organisée pour que nous rencontrions les parents. Nous leur expliquons que nous venons d'une communauté comme la leur et que nous avons eu la chance d'être éduqués. Nous ne parlons pas de repousser les mariages ou quelque chose dans ce genre. Mais quand les filles peuvent continuer à aller à l'école, il est évident que les parents ont tendance à repousser l'âge du mariage. Certains parents diront « Nous ne voulons pas que nos filles participent à ce programme ». Mais d'autres acceptent sans hésiter. Nous appelons les pères pour qu'ils donnent l'autorisation à leurs filles d'être dans un espace sûr. Au début, les pères aussi poseront beaucoup de questions sur les espaces sûrs. Et pourquoi ne prend-on pas en considération les garçons ? Puis, quand ils se rendent compte qu'ils ne paieront rien, cela les encourage à accepter que leurs filles participent. Ils disent « S'il faut payer quelque chose, nous n'accepterons pas. » Mais comme c'est gratuit, ils acceptent volontiers. Après quoi, les parents mèneront généralement les filles s'inscrire. Rencontrer les mères est très important aussi, parce que généralement, c'est les mères qui décident si la fille ira en espace sûr ou non. Nous avons tendance à penser que ce sont les hommes, mais les hommes ont donné leur permission et partent travailler. Mais la mère peut refuser, car elle veut peut-être que la fille aille colporter pour apporter un petit soutien économique à la famille. En général, la peur dans la communauté est « ces gens veulent que nos filles deviennent rebelles, qu'elles ne nous respectent plus et fassent ce qu'elles veulent ». Alors nous leur expliquons que l'éducation est la clé de tout, pour que les filles soient plus impliquées dans les activités culturelles et religieuses de la communauté.
Elles ont besoin d'être éduquées. Nous parlons avec eux, nous leur demandons quelle est l'importance de l'éducation pour eux, de leur point de vue religieux et culturel aussi. Une fois qu'ils nous auront expliqué pourquoi c'est important, ils accepteront. Nous avons des situations, par exemple, où les mères arrivent dans un espace sûr et disent au mentor « Vous devez acheter ça parce que ma fille était censée vendre ça, mais elle n'a pas pu parce que vous l'avez gardé ici trop longtemps. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça, donc vous devez l'acheter et me rendre mon argent. » Mais petit à petit, les choses changent parce que les mères commencent à voir l'importance de l'éducation pour leurs filles. Et petit à petit, elles réduisent le fardeau économique placé sur elles. Pas comme avant. Et maintenant, quoi qu'elles vendent, elles le font de chez elles. Dans la plupart des communautés où nous avons des espaces sûrs, les filles ne colportent plus maintenant, seulement quelques-unes. Les mères modèles sont des mères qui luttent pour la cause des filles. Elles encouragent les femmes dans leur village à envoyer leurs filles à l'école. Mais elles encouragent aussi les femmes enceintes dans leur communauté, par exemple, à suivre des soins prénataux pour réduire le taux de mortalité maternelle et de morbidité. Elles sont en quelque sorte des porte-paroles pour la cause des filles. Nous avons environ une vingtaine de femmes dans chaque communauté et une vingtaine d'hommes. Les hommes sont les champions communautaires. Ils jouent en fait presque le même rôle que les mères modèles. C'est aussi du volontariat. Notre facilitateur y va environ une fois par mois pour parler séparément avec les mères modèles et les champions communautaires de problèmes qui affectent les femmes, les filles et de ce qu'ils doivent faire ensemble en tant que communauté pour pouvoir s'entraider. Et cela a produit des résultats très encourageants parce qu'ils ont mis sur pied un comité. Et par exemple, si une femme qui est sur le point d'accoucher a besoin d'aide pour aller à l'hôpital, ils trouvent un véhicule et ils s'assurent qu'elle est transportée à l'hôpital. Et en plus, ils l'aident avec tous ses frais. Et dans le cas où une fille, par exemple, souhaite aller à l'école, mais que ses parents refusent, si elle vient leur parler, avec l'aide de la communauté, le leader communautaire s'assurera qu'elle commence à aller à l'école. Nous avons des espaces sûrs scolaires et des espaces sûrs communautaires. Le lieu où ces espaces sûrs sont établis sont offerts par les leaders communautaires si c'est un espace sûr communautaire et par les écoles si c'est un espace scolaire. Il y a entre 15 à 20 filles dans un espace sûr. Quand il y a 25 filles ou plus, ce sont plus des classes que des espaces sûrs. C'est un espace sûr pour 2 heures. Pour les filles qui sont scolarisées, c'est 1 fois par semaine et celles qui ne le sont pas, c'est en général 3 fois par semaine. La première heure est dédiée à la lecture, l'écriture et le calcul. La deuxième, généralement, aux compétences de vie ou informations sur la santé reproductive ou la formation professionnelle. Nous encourageons les filles à partager chez elles tout ce qu'elles apprennent en espace sûr, à l'enseigner aux jeunes frères et sœurs et à tous les enfants du voisinage. Parce que les filles n'ont pas été familiarisées à la lecture et à l'écriture quand elles étaient beaucoup plus jeunes, elles trouvent souvent ça très ennuyeux. Donc, en espace sûr, nous introduisons différents types d'activités revivifiantes pour leur remonter le moral et les encourager à apprendre. Les activités sont des jeux, des chansons, pour essayer de les déstresser. Elles aiment beaucoup, et souvent ça vient d'elles. Nous apprenons beaucoup grâce aux filles. Nous leur demandons de partager leurs chansons avec nous. Et la mentor participe toujours, parce que nous voulons qu'elles sentent que nous sommes connectés. Alors, quelle que soit l'activité que les filles suggèrent, la mentor apprend aussi et elles le font tout ensemble.
En général, les filles n'ont pas leur mot à dire dans leur mariage, surtout pour un mariage forcé. Les parents décident à qui la fille sera mariée. Et souvent, quand les filles sont appelées pour donner leur accord, elles ne disent généralement rien. Et les parents ont tendance à interpréter ce silence comme une affirmation que oui, elles sont d'accord pour ce mariage. En compétences de vie, nous traitons les techniques de négociation. Ces filles apprennent qu'elles peuvent négocier avec leurs parents, leurs fiancés, si elles veulent continuer l'école par exemple. Et que si le mari veut les épouser, il serait mieux qu'il attende qu'elle ait atteint un certain niveau d'études. Et cela aide les filles à comprendre et qu'en tant qu'êtres humains, elles aussi ont le droit de dire oui ou non. La plupart du temps, dans la culture Hausa, les mères ont tendance à ne pas vouloir aborder le sujet de la santé reproductive. Donc c'est difficile pour nous, avec beaucoup de mères. Certaines mères ont tendance à penser que leurs filles n'ont pas besoin de savoir parce qu'elles sont trop jeunes. On a eu le cas dans une des communautés où la mère est même venue voir la mentor pour lui dire qu'elle apprenait à sa fille à être défiante. La mère a été très abusive avec la mentor. Mais nos mentors ne doivent pas riposter, ne pas répondre et doivent se montrer très patientes. Donc, en cas de problème de ce genre, elles doivent venir à l'organisation pour nous en informer. Et une fois que nous sommes au courant, nous allons voir le leader de la communauté pour leur expliquer la situation. Nous avons organisé une réunion avec les hommes, c'est-à-dire les pères des filles, et nous en avons parlé. Les pères nous ont alors suggéré de rassembler toutes les mères des filles dans la communauté pour parler du problème. Et lors de cette réunion, j'ai présenté la session sur la menstruation, exactement comme nous le faisons en espace sûr. Les mères étaient toutes contentes et nous ont dit « c'est quelque chose que nous devons savoir ». Et la mère qui avait été extrême dans son comportement est venue s'excuser à la mentor, disant qu'elle avait mal interprété ce que nous faisions et qu'elle ne savait pas que c'est ce que sa fille faisait en espace sûr. Les filles scolarisées et celles non scolarisées sont divisées selon leur âge. Celles entre 10, 11 et 14 ans et celles entre 14 et 18 ans sont séparées parce qu'elles font face à des problèmes différents. Les adolescentes non scolarisées mariées sont dans un espace sûr et les adolescentes non scolarisées et non mariées sont dans un autre espace sûr. Et encore, elles sont séparées parce qu'elles font face à des problèmes différents. Et c'est plus facile pour les mentors de travailler avec ces différents âges. La transition de l'école primaire à l'école secondaire et du collège au lycée est la période la plus critique, car c'est à ce moment-là que beaucoup de filles arrêtent l'école. Nous nous concentrons sur les filles scolarisées entre 10 et 14 ans pour leur apprendre à lire et à écrire, pour qu'elles comprennent l'importance d'aller à l'école, pour être sûres qu'elles continuent à bien aller à l'école secondaire après le primaire et qu'elles aillent bien à l'école. Pour les filles scolarisées entre 15 et 19 ans, nous leur présentons des professionnels de différents secteurs, comme une orientation professionnelle en sorte. Par exemple, une éducatrice, une infirmière, une sage-femme, une doctoresse. Et ces dames racontent leur histoire aux filles, comment elles ont fait pour en arriver là, pour les motiver, pour les encourager, pour leur montrer qu'elles peuvent y arriver et devenir ce qu'elles veulent. Les filles non scolarisées, entre 10 et 14 ans, sont les plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas de voix du tout. Et elles pensent qu'elles ont passé l'âge de l'école, car elles ne sont pas allées à l'école primaire ou elles ont arrêté d'y aller. Donc pour ces filles, nous nous assurons qu'elles aient un réseau et des connexions, en particulier avec nos mentors de soutien, pour qu'elles sachent
qu'il y a des gens dans leur communauté pour leur prêter soutien. Nous leur donnons des hijabs avec le logo de l'organisation pour leur donner un sentiment d'appartenance, pour qu'elles sentent qu'elles aussi ont un but à atteindre. C'est comme l'alphabet, on le fait en chanson pour qu'elles s'amusent, pour qu'elles aient envie d'apprendre. Et nous avons beaucoup d'activités pour elles parce qu'elles adorent ça. Et 1 an plus tard, nous évaluons quelles filles ont le potentiel de retourner à l'école. Puis nous allons voir la secrétaire du bureau de l'éducation, puis les directeurs d'école, pour discuter ensemble de l'inscription de ces filles. Et généralement, ils sont derrière nous. Et nous remettons ces filles à l'école. Nous les aidons avec leur uniforme, sandales, chaussettes, cartables, livres, et elles sont toujours très, très contentes. Il est très important de leur donner toutes les fournitures scolaires, en particulier leur uniforme, parce que leurs parents ne peuvent généralement pas se le permettre. Et c'est la raison pour laquelle ces filles ne sont pas à l'école d'ailleurs. Et une fois que nous les avons remises dans le système scolaire, nous mettons en place un espace sûr pour celles qui sont à l'école, pour qu'on puisse continuer à les aider avec la lecture, l'écriture et le calcul et les aider à affronter leurs camarades. Les filles non scolarisées, entre 15 et 19 ans, sont pour la plupart mariées déjà à cet âge-là. Nous les rassemblons en fonction de leur âge, leur statut marital et leur statut académique aussi. Elles font aussi de la lecture, de l'écriture et du calcul accéléré, surtout pour celles qui ne sont pas allées à l'école, pour qu'on voit comment on peut les remettre à l'école. Et nous parlons avec la communauté, les leaders religieux, leurs maris et leurs pères pour celles qui ne sont pas encore mariées, pour qu'ils les encouragent à retourner à l'école. Les belles-mères et les belles-sœurs ont tendance à aider à s'occuper des bébés pendant qu'elles sont à l'école. Pour celles qui ne peuvent malheureusement pas retourner à l'école car elles n'y arrivent pas, nous développons leurs compétences professionnelles et leur esprit d'entrepreneuse pour qu'elles apprennent un métier et pour qu'elles puissent être économiquement indépendantes. Par exemple, la couture, le tricot, la fabrication d'objets, pour qu'elles les vendent. Nous nous concentrons sur les compétences financières pour qu'elles sachent gérer leurs finances. Nous mettons aussi en place des mécanismes de prêt pour qu'elles puissent ouvrir un compte joint, commencer à travailler et à économiser ensemble. Par exemple, 5 de nos filles qui apprennent à coudre vont créer une petite entreprise ensemble. Et l'entreprise sera plus forte ainsi et continuera à grandir. Les filles qui suivent une formation professionnelle vous diront que dans leur famille, la communication entre elles et leur futur mari ou leur belle-mère s'est vraiment améliorée. Elles ont tendance à être plus respectées parce qu'elles peuvent gagner de l'argent pour la famille maintenant. Et elles sont vues comme des filles avec un avenir. Parce qu'elles sont plus respectées, elles nous disent toujours qu'elles sont maintenant impliquées dans la prise de décision parce qu'elles ont maintenant un petit pouvoir économique. Les donateurs sont notre principale source de financement pour le centre d'éducation pour filles. Nous planifions nos projets en fonction du nombre de filles que nous devons aider et du nombre de mentors dont nous avons besoin pour les espaces sûrs dans un certain endroit particulier. La plupart du temps, nous payons les mentors entre 2 000 et 3 000 naira, qui est l'équivalent de 6 à 8 $. Et cela dépend des projets. Nous avons une politique de transparence en termes de bourse et de ce que nous pouvons leur offrir pour le transport pour qu'elles puissent arriver aux espaces sûrs, par exemple. Je pense qu'il faut compter au minimum entre 6 et 9 mois pour commencer à voir des changements. C'est à ce moment-là que vous voyez les choses changer dans les espaces sûrs. Vous commencez à voir la différence. Parce qu'au début, il est possible de penser que rien ne change, que les choses sont comme elles sont, mais après 6 à 9 mois, vous commencez à voir les transformations. Et sans que personne ne dise rien.
parce que le comportement que les filles ont au début aura changé. Dans la plupart des nouveaux espaces sûrs, quand les filles arrivent, elles ne saluent même pas la mentor. Elles s'assoient juste et ne sont pas vraiment aimables. Elles sont très discrètes, réservées, très timides. Mais petit à petit, vous commencez à voir les changements. Quand elles arrivent, elles sourient à la mentor, puis elles leur serrent la main pour dire bonjour, puis elles commencent à embrasser la mentor. Et ça, c'est juste le début. Les interactions entre elles changent aussi. Elles se soutiennent, elles s'écoutent et elles sont vraiment prêtes à s'entraider.